Je vous propose de m'accompagner dans un voyage à travers un siècle de racisme institutionnalisé dans ce jeune pays qu'est l'Australie. Je trouve ça surprenant qu'un pays composé à 95% d'immigrants puisse être xénophobe. Ma théorie, c'est qu'ils craignent de se faire remplacer comme ceux qui étaient là avant eux. Pour comprendre cette situation, laissez-moi vous présenter mon nouvel homme de paille, un sino-australien nommé John Lee. John est né en janvier 1901 au cœur de l'été australien, mais son histoire commence bien avant sa naissance, avec ses parents qui sont arrivés à Melbourne en décembre 1900, après avoir fui la famine chinoise. Une fois débarqués en Australie, ils sont accueillis par un cousin de son père. Dans les jours qui suivent, ils rencontrent des habitants de Chinatown, une communauté qui leur permet de démarrer une nouvelle vie, leur proposant de petits emplois, le temps de s'installer. C'est dans ce contexte que John vient au monde. Mais dès sa naissance, John sait que sa vie ne sera pas facile. Car c'est au cœur de l'été australien de 1901 que le gouvernement annonce la mise en place de la White Australian Policy, une politique raciste qui limitera l'accès à l'emploi pour les Chinois, augmentant leur précarité, alors même que l'économie de l'île se développe grâce à ses mines et ses champs de canne à sucre. John naît dans un pays qui le considère, lui et toute sa communauté, comme des citoyens de seconde zone. Le projet de son père, de travailler dans les mines de charbon pour nourrir sa famille, prend fin avant même d'avoir commencé. La politique raciale s'étendra en 1903, avec le Naturalization Act, interdisant la citoyenneté australienne aux résidents non européens. En grandissant, John vit dans un petit appartement avec ses parents. Son père, menuisier de profession, a mis un petit établi dans sa chambre qui leur sert de foyer. Petit à petit, leur situation semble s'améliorer grâce à la vente de commodes. Après 7 ans de précarité, la famille de John envisage enfin de déménager vers un logement plus grand. Mais en 1908, son père doit cesser son activité à cause du Custom Tariff Act, qui impose des droits de douane sur les produits fabriqués par les Chinois en Australie. C'est un revirement de situation pour cette famille. John voit alors son père quitter la maison chaque matin pour enchaîner des petits emplois, trouvés grâce à la solidarité du quartier. À 10 ans, une question taraude John. Comment puis-je être chinois alors que je n'ai jamais été en Chine ? Pourquoi ne puis-je pas être australien alors que je suis né et que je vis ici ? Cette question le suivra toute sa vie. John est adolescent lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Il se passionne alors pour les journaux et les informations. Il rêve même de devenir écrivain. À 16 ans, alors qu'il rentre de l'école pour aller travailler dans le restaurant de son oncle, il voit une affiche qui indique « Not Australians ». Les ressortissants des pays ennemis de l'Australie, âgés de 16 ans et plus, doivent se faire enregistrer comme étrangers ennemis d'État. John se rend donc à l'enregistrement, mais, avec soulagement, il apprend que cette règle ne s'applique pas à la communauté chinoise. Cependant, les discriminations continuent. On leur reproche, entre autres, de ne pas participer au conflit. Une absurdité puisque le gouvernement australien interdit l'accès aux services militaires aux non-blancs. Après réflexion, John part avec d'autres hommes travailler dans les champs pour remplacer ceux partis au combat. Ils espèrent ainsi redorer l'image de leur communauté et montrer qu'eux aussi peuvent contribuer à l'effort de guerre. En parallèle, des collectes sont organisées à Chinatown pour venir en aide aux familles des soldats blessés. Les efforts de Chinatown portent leurs fruits et les actes anti-chinois diminuent pendant la guerre. Mais dès que celle-ci finit, aucun remerciement ne vient, aucun geste pour réduire les lois racistes. Les discriminations reprennent de plus belle. C'en était trop pour John. Il va économiser et quitter ce pays qui le rejette dès que possible. En 1921, le gouvernement décide de faire un recensement pour ajuster sa politique migratoire. Et les résultats sont sans appel. La population chinoise a diminué de plus de 50% en 20 ans. Le White Australia Policy a porté ses fruits. Il ne reste que 15 000 Chinois en Australie. John est pris au piège. Les conséquences de la politique plongent John dans une précarité qui l'empêche de changer d'emploi, de payer un départ pour la Chine ou même de déménager.
Mais en 1924, une nouvelle vague d'immigrants chinois arrive à Chinatown. Le gouvernement interdit désormais aux non-européens de cultiver des légumes ou de tenir des magasins dans les zones rurales jugées trop lucratives. Seuls, ils ne peuvent rien. Les associations d'entraide se multiplient. Et un jour, un homme inconnu entre dans le restaurant et demande à parler à son oncle. Il explique que les associations locales ne peuvent pas améliorer durablement la situation, que les commerçants chinois de toute l'Australie doivent s'unir pour former un mouvement collectif. Cela donnera naissance à la Chinese Chamber of Commerce. Mais en 1929, la Grande Dépression frappe l'Australie et le monde entier. De nombreux commerces ferment, et c'est une période très difficile qui commence, y compris pour la communauté chinoise. En 1931, des émeutes éclatent à Darwin, avec des travailleurs blancs qui attaquent les commerçants chinois, leur reprochant de prendre leur travail. Le gouvernement fermera les yeux et peu de manifestants seront poursuivis en justice. En 1934, le gouvernement australien décide d'expulser les retraités chinois qu'il juge inutiles à l'économie, y compris ceux qui ont vécu en Australie toute leur vie, qui y sont nés et qui ne connaissent personne en Chine. Mais après tout, ils ne sont pas australiens. La fraternité et l'entraide sont essentielles à la survie de cette communauté chinoise. En 1937, commence la Seconde Guerre sino-japonaise. La communauté chinoise australienne organise des collectes pour soutenir leur pays d'origine. En 1938, John lit une nouvelle terrifiante. La ville de Nankin est tombée aux mains des Japonais. Des centaines de milliers de personnes sont tuées, violées ou torturées. Une situation inhumaine, et la Chambre de commerce chinoise décide alors de sensibiliser le reste de l'Australie, organisant des projections de films, des banquets, pour recueillir des fonds. Certains Australiens se rendent même en Chine pour aider les victimes. Malgré leur engagement, la majorité des Australiens descendants d'Européens ignorent la souffrance des Chinois. Mais le 3 septembre 1939, John apprend dans le journal que l'Australie aussi est entrée en guerre. La diplomatie s'établit peu à peu entre l'Australie et la Chine. Mais une question demeure. Le gouvernement australien oubliera-t-il à nouveau l'effort de la communauté chinoise? Après la guerre, le gouvernement annonce un allègement des lois anti-immigration. La communauté chinoise commence à entrevoir de nouvelles possibilités. Et en 1951, John reçoit à 50 ans la nationalité australienne, un symbole pour lui de son travail et de sa résilience. Merci d'avoir écouté ce second épisode. J'espère avoir réussi à être clair pour expliquer cette situation complexe. N'hésitez pas à me faire vos retours